Ce soir, à l'émission, on s'intéresse à la santé, une question qui revient régulièrement dans l'actualité, mais qui n'est jamais réglée. Dans la santé, est-ce qu'on veut plus de place pour le privé ou moins de place pour le privé? Alors, on vous invite bien sûr à débattre de cette question avec nos 8 invités de ce soir que je vous présente à l'instant. Alors, tout d'abord, Michel Kelly-Gagnon, vous êtes président-directeur général de l'Institut économique de Montréal. Et vous avez, au cours des ans, fait plusieurs études comparatives entre le système de santé québécois, canadien et à travers le monde. Bonsoir. Bonsoir. Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Bonsoir. Bonsoir, Sophie. Docteur Amir Kadir, parce qu'on oublie souvent de dire que vous êtes médecin. Donc, docteur Amir Kadir, député de Mercier pour Québec solidaire. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Docteur Alain Vadeboncoeur, vous êtes président du regroupement Médecins québécois pour le régime public et aussi auteur d'un livre extrêmement intéressant, Privé de soins contre la régression tranquille en santé. Bonsoir. Bonsoir, Sophie. Joanne Marcotte, une amie, blogueuse au Journal de Montréal et auteure d'un autre livre passionnant, Pour en finir avec le gouvernement. Et tu as été aussi vice-présidente du groupe de travail sur le financement du système de santé, le fameux rapport Castonguay. Bonsoir. Bonsoir. Jacques Benoît, bonsoir. Vous êtes coordonnateur de la Coalition Solidarité Santé. Régine Laurent, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Bonsoir à vous. Et enfin, Francis Niclou, vous êtes directeur général de PrivaMed, donc une clinique privée en santé. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Et notre 9e invité, comme toujours, Camille Desrosiers, qui est vraiment notre fenêtre ouverte sur les médias sociaux. Je suis votre voix sur le plateau à Open Télé et je vous demande d'interagir avec nous pour poser des questions à nos invités. En fait, vous pouvez venir nous parler sur Twitter ou sur Facebook. Sur Twitter, on utilise le mot-clic Open Télé et on répond à la question de sondage santé. Faut-il laisser plus de place au privé? On ajoute au mot-clic Open Télé soit le mot-clic pour ou le mot-clic contre. Qu'est-ce que c'est un mot-clic? C'est un dièse devant le mot sur Twitter. Et si vous n'êtes pas sur Twitter, je vous invite à venir nous rejoindre sur le Facebook de Open Télé. Et n'hésitez pas à donner votre opinion ou à poser des questions à nos invités parce que je suis votre voix sur le plateau. Et je signale aussi la présence parmi nous ce soir des Lucier. Ils ne sont pas un couple dans la vie, ils ont simplement le même nom de famille, Jérôme Lucier et Judith Lucier, qui vont eux-mêmes participer donc au débat sur Twitter. Alors suivez-les et participez vous aussi au débat. Alors vaste question, certains parmi vous trouvent que le privé occupe déjà trop de place, certains trouvent qu'il n'en occupe pas assez. Docteur Camille Kadir. Amir Kadir. Docteur Kadir, je voudrais commencer avec vous. Est-ce que vous trouvez que dans l'état actuel des choses, le privé occupe déjà trop de place au Québec? Écoutez, de toute façon, il y a une époque où le privé a occupé moins de place. Et quand on compare aujourd'hui la situation du système de santé, où on est en fait à l'échelle internationale dans les pays de l'OCDE, on est au 3e rang en termes de place du privé dans la santé au Canada après les États-Unis et la Suisse. Et quand on compare la situation aujourd'hui à il y a 30 ans, bien, le système de santé ne s'est pas amélioré avec un plus grand recours au financement privé pour organiser ou dispenser les soins. Mais la question, c'est pas tant est-ce que c'est privé ou c'est public, c'est comment on peut prendre les meilleurs exemples, les meilleures pratiques et améliorer les choses dans l'organisation pour qu'on ait un accès facile, rapide, un système de santé adéquat pour la population. Puis on regarde les pays où ça fonctionne très bien. Et parmi les 20 pays comparatifs, on pourra en débattre longtemps avec M. Gagnon, on regarde que tous ceux qui ont des systèmes de santé où le public prend plus de place que le privé, ben, ça marche relativement mieux qu'ici. Donc, c'est une question de comment on distribue des ressources et comment on l'organise. Joanne, est-ce que tu trouves que ça fonctionne bien, le système tel qu'il est actuellement au Québec? Dr Kadir dit, ben, finalement, ça fait longtemps qu'il y a du privé, puis ça ne s'est pas amélioré avec l'arrivée du privé. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne pense pas qu'on puisse dire que le système de santé, quand on voit ça dans son ensemble, que le système de santé fonctionne bien. Quand tu as une grande partie de la population qui n'a pas de médecin de famille, quand tu attends 17 heures à l'hôpital, à l'urgence, quand tu constates qu'il y a des lits qui sont occupés dans les hôpitaux qui ne devraient pas être occupés par les soins des gens qui ont besoin de soins de longue durée, quand tu constates que la première ligne est sous-financée à peu près, alors l'espoir, c'est qu'après le rapport Claire, après le rapport Rochon, après le rapport Ménard, après le rapport Castonguay,
on se retrouve encore aujourd'hui à parler de cette question-là, alors que dans le fond, on voit là où il y a l'espoir, c'est qu'on voit qu'il y a des initiatives présentement qui ont lieu, particulièrement dans la première ligne, les cliniques Lacroix, par exemple, où on tente d'expérimenter autre chose. Et c'est ça qui est important. Vraiment laisser les gens expérimenter d'autres modèles d'organisation du travail. Et quand on trouve des bonnes façons, je compare ça par exemple aux écoles privées, quand on voit que les écoles privées arrivent avec une bonne idée, ça crée une émulation. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas tuer ça, cette concurrence-là. Il ne faut pas tuer ces initiatives-là dans le privé. Et je leur dis bravo, parce que la solution, elle est mixte. Elle est mixte. Monsieur Benoît, donc, votre coalition, quand vous entendez Joanne Marcotte dire ça, est-ce que vous pensez en effet qu'il y a des idées du privé qui pourraient améliorer le système de santé publique? Non. Non? Aucune? Non. Réorganisation du travail, les problèmes que rien? Madame vient de soulever C'est une question d'argent. Ça doit être une question d'argent. Sont réels. Cependant, le privé ne règle absolument aucun de ces problèmes-là. Ce que le privé va faire, c'est qu'il va plutôt faire en sorte d'empirer ces situations-là. Parce que ce que Mme décrit, elle décrit des différents problèmes qu'on retrouve qui sont souvent dus à des manques de ressources. Hein? Ces manques de ressources-là, c'est pas le privé qui va les apporter dans le système public. Et c'est pas le privé qui... Le privé, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'adresser à des gens qui vont avoir l'argent pour être capables de pouvoir payer. S'ils n'ont pas d'argent, ils ne pourront pas avoir accès à ces services-là. C'est la seule chose qu'on retrouve. C'est la seule chose. Et ça va régler le problème pour ceux qui ont de l'argent, pas pour ceux qui n'en ont pas. Puis ça, on parle à ce moment-là de l'écrasante majorité de la population qui n'aura pas les moyens de payer pour ces services-là. Monsieur Kelly-Gagnon, je voulais réagir. Juste un point factuel. À l'heure actuelle, les gens qui fréquentent les cliniques privées au Québec, ils sont issus de familles avec un revenu familial brut de 75 000 Alors, donc, ce n'est pas les très riches. C'est la classe moyenne, même la classe moyenne basse. Donc, l'image des millionnaires... Je vous donne un fait, vous dites que c'est seulement des riches. Je vous dis, à l'heure actuelle, ce ne sont pas des riches. Ce ne sont pas des riches. Vous dites que ce sont des riches. Non, je dis que les soins privés, ceux qui vont pouvoir payer pour ces soins privés. Mais c'est faux. C'est faux. L'important, si on veut aussi, je pense, dans ce débat-là, il faut essayer d'être précis. Il y a le système de santé en général. Ensuite, il y a le système hospitalier, ce qui est autre chose. Et ensuite, il y a la question de la livraison des soins de santé, puis il y a la question du financement. Si, quand on parle, on mélange l'un et l'autre, on devient avec une conversation extrêmement confuse. Et dans les pays où mon ami Amir parlait, qui sont performants, d'Europe continentale ou de pays scandinaves, l'important, au-delà du pourcentage de savoir tant privé, tant public, c'est que, et dans le système hospitalier et dans le système santé en général, on a un choix. On a une liberté de choix, on a une concurrence et on a une mixitude. Et donc, la clé, ce que nous, on a toujours dit, c'est de permettre la mixitude. Et les pays qu'Amir donne en exemple sont des pays qui permettent la mixitude. D'accord. Docteur Vadeboncoeur. On fait par exprès pour entretenir une confusion entre le financement du système de santé et la prestation des soins. Ceux qui veulent mettre plus de privé en santé ne parlent pas d'arrêter le financement du système de santé. C'est certain qu'au Québec, on ne veut pas que l'épaisseur du portefeuille décide si on a accès aux soins ou non. Mais une fois que l'État finance les soins, est-ce qu'il faut absolument qu'il livre les soins? Est-ce qu'il faut que ce soit lui qui fasse la prestation des soins? Et les gens, quand on parle de plus de privé en santé, c'est toujours des soins qui sont payés par le public, mais qui sont livrés par le santé. C'est ça que les gens qui veulent plus de privé en santé disent. Mais, Dr Vadeboncoeur, quand vous entendez ça, est-ce que ça vous fait peur? Parce que la crainte, c'est de dire il va y avoir les hôpitaux, il va y avoir le système public où vont aller les gens qui ont moins de moyens, puis ceux qui ont les moyens vont aller dans un système où ça va vite, où il y a les équipements à la fine pointe de la technologie, puis on va créer deux classes de citoyens. Bien, c'est clair, ça. La principale question, c'est que moi, je ne nie à peu près aucun des problèmes que Mme Marcotte a rencontrés. Et par contre, ce que je conteste, c'est qu'il y a beaucoup d'innovation dans le réseau public. Par exemple, les GMF, en partenariat d'ailleurs avec des cliniques qui appartiennent à des médecins. OK, les GMF, là, je ne veux pas qu'on perde les gens avec des... médecins de famille, donc, ou qui s'organisent. L'important, c'est quel problème on veut régler. On a un problème d'accès à la première ligne et je vais continuer avec l'exemple donné des cliniques Lacroix à Québec. Il y en a 5 maintenant. Je le connais, le modèle Lacroix, je l'ai étudié. C'est pas très compliqué. Un médecin dans le modèle Lacroix a dans sa clientèle à peu près 500 patients.
qui sont payants, qui dépensent, en tout cas, il y a 2 ans, c'était 1 200 $ par année. Et donc, ces gens-là ont accès à un médecin. Mais 500 patients, c'est très peu de médecins. C'est très peu de patients. Très peu de patients. Et donc, un médecin on est 8 millions au Québec, là. Quitte le système public, souvent où il y a 1000, 1200 patients, 1500, se retrouve dans un système où il voit moins de patients. Les patients sont moins malades parce que peu importe ce qu'on dit, les gens qui vont dans ces cliniques-là ont plus d'argent. C'est peut-être 75 000, mais je suis persuadé que le salaire moyen est supérieur à ceux qui n'ont pas les moyens, qui sont des malades psychiatriques, qui sont des grands malades. Et donc, le médecin va voir moins de patients. C'est faux. Permettez que je termine. Il va voir moins de patients, inévitablement. Des patients probablement un petit peu plus riches et probablement un peu moins malades aussi. Probablement qu'il y aura moins de grands cancéreux, de grands patients psychiatriques. Tout ça. Et donc, l'effet net d'une clinique Lacroix, c'est qu'un médecin sort et il y a moins d'offres. C'est pas vrai que ça règle un problème. Je conteste. Attendez, juste 2 secondes, parce que Régine Laurent n'a pas parlé encore. Je vais complètement réfuter votre argument. Marc Lacroix, qui était au congrès du Parti conservateur samedi dernier, a justement mentionné que des gens comme vous soulevez cet argument-là, mais il dit « Je vois des patients cancéreux, je vois des patients qui ont des maladies cardiaques. » J'en suis persuadé. Oui, attendez 2 secondes, parce que... on va y revenir, parce que je voudrais que Mme Laurent puisse parler. C'est quoi un des problèmes du système de santé au Québec? C'est l'accessibilité. Il y a moyen dans le réseau public de régler le problème d'accessibilité. Ce sont des choix politiques. Par exemple, les infirmières, pour ne nommer que celles-là, peuvent, en ce moment, au moment où on se parle au Québec, faire une meilleure prise en charge de beaucoup de monde dans la population. C'est ça. Ça fait 13 ans qu'il y a une loi qui a été passée. Il n'y a pas un gouvernement qui a dit oui à cette loi-là. Vous avez des ordonnances collectives, on peut prendre en charge les gens atteints d'hypertension, on peut surveiller la glycémie, les gens qui ont des maladies chroniques. Malheureusement, on a beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens atteints de maladies chroniques. Les infirmières peuvent faire le suivi. Les inhalothérapeutes aussi, par exemple, dans la communauté. Mais est-ce que la raison pour laquelle ça ne se fait pas, c'est parce qu'il y a un certain corporatisme de la part des médecins aussi? Mais écoutez, pourquoi est-ce qu'on a un ministère de la Santé? Pourquoi est-ce qu'on a un ministre de la Santé s'ils ne sont pas capables d'avoir le leadership pour dire voici comment vous allez soigner les gens dans la population? On a des professionnels capables de faire cette prise en charge et on ne le fait pas. Alors, c'est pas le privé qui va régler ça, là. Et c'est intéressant parce que je lisais en préparant le dossier pour l'émission de ce soir, il y a un médecin, je pense, c'est une collègue à vous qui écrivait, on passe notre temps à dire on voudrait un médecin de famille pour chaque Québécois, mais est-ce qu'on ne devrait pas avoir une infirmière de famille pour chaque Québécois? Mais il y en a, en première ligne, ce serait ça une solution. En parlait tantôt, il y a des initiatives très intéressantes dans le réseau de la santé publique et qu'on devrait étendre et permettre aux inhalothérapeutes, aux infirmières auxiliaires et aux infirmières de faire plus qu'elles peuvent maintenant. Mais faites-le! Allez leur dire de le faire. Moi, c'est ça que je vous dis. Ce sont les gouvernements, ce sont des choix politiques et ça n'a rien à voir avec le privé. Il y a des lobbies très puissants. Et je dois dire, moi, je viens de médecins spécialistes. Regardez, alors que le système souffre de sous-financement, par exemple, pour les lits de soins prolongés, il y a 1 an et demi, ils ont obtenu 900 millions de dollars d'augmentation de l'enveloppe salariale des médecins spécialistes. Alors qu'on a besoin, pour justement mettre en place des cliniques de première ligne, la possibilité, par exemple, de faire plus rapidement et de manière plus soutenue les prises de sang en même temps que la visite chez le médecin, bien, on paye entre 1 milliard et 2 milliards de trop par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE, nos médicaments, juste pour le Québec, là. Voilà. Pourquoi? Parce que le lobby des pharmaceutiques réussit à faire plier le genou des politiciens. Mais je voudrais revenir à un point intéressant. Monsieur Niclou, vous disiez tout à l'heure, avant que je passe la parole, il n'y a pas le privé, il y a plusieurs sortes de privés. Alors, pouvez-vous préciser? Bien sûr, quand j'entends que pour un abonnement, il faut payer 1 200 $ et puis que je ne sais pas c'est combien, il faut payer des forfaits, c'est pas vrai. Il n'y a pas le privé, il y a plusieurs modèles. Chez nous, un abonnement, c'est 110 $ et une consultation d'urgence, c'est 80 $. Donc, il faut qu'on arrête de dire que c'est juste une question d'argent. Et en plus, on dit le patient, le médecin prend 500 patients. Chez nous, les médecins en prennent 2000. Si vous ne connaissez pas, venez nous voir dans nos fichiers. On parle de 2000 patients. Il y a qui fait ça dans le public? On ne peut pas. Mais c'est pas que je jette la pierre au public, c'est parce que ces médecins-là se consacrent entièrement à la médecine de famille, donc ils peuvent faire ça. Et quand ils prennent 2000 patients, je suis désolé, mais ils jouent un rôle dans le système de santé à ce niveau-là. Et il y a une deuxième chose que je veux revenir sur ce que dit monsieur tout à l'heure, en disant que le privé n'avait pas eu encore d'impact et on n'avait pas vu. C'est normal. Il y a 2% des médecins de famille qui sont non participants. Comment voulez-vous que 2% aient changé tout le système? Quand ils seront à 10 ou à 15, on
commencera vraiment à mesurer l'impact, mais pas à 2 Mais non, ça, ce sont des risques qu'on ne peut pas prendre avec le système de santé. Prendre le risque qu'il y ait beaucoup plus de médecins non participants pour mesurer l'impact. On ne peut pas prendre ce risque-là avec la santé. Pourquoi tous les pays d'Europe le font, madame? Oui, mais c'est pas le... Non, ça, c'est le modèle américain. Je ne veux pas faire des d'Europe qui le font sur autrement. Moi, je me mets à la place du patient. Je ne veux pas faire de guerre de chiffres. Je me mets à la place des patients. Par exemple, si un médecin prend 2000 personnes en charge, pourquoi est-ce qu'on ne permet pas aux autres professionnels de prendre 1000 en charge et les médecins garderaient dans le réseau public les patients les plus malades avec les besoins les plus complexes et de permettre aux autres de faire le suivi? Pourquoi est-ce que chaque fois qu'il y a quelque chose, la panacée, c'est le privé? Moi, je n'y crois pas en termes de solidarité sociale. En ce moment, il y a des gens qui peuvent payer 110 $. Mais la journée que, par exemple, il y a une femme qui a un cancer du sein à 40 ans, elle ne sera plus jamais assurable. Parce que le privé, c'est aussi les assurances. Elle ne sera plus jamais assurable le restant de sa vie. Est-ce que c'est ça qu'on veut comme société? Et ça existe déjà aux États-Unis. On ne veut pas ressembler aux États-Unis. On ne veut pas ressembler, mais de toute façon, à 2 de privé, à 2 de privé, je ne pense pas qu'on ressemble aux États-Unis. Alors, je suis d'accord. Non, mais... Excusez-moi, si tout le monde... Si tout le monde... Oui, tout le monde va se calmer. On va distribuer des activants à tout le monde. Si tout le monde parle en même temps, on n'y arrivera pas. Juste à ceux qui en ont besoin. Juste à ceux qui en ont besoin. Oui, mais ce modèle-là, c'est le modèle américain. Je voudrais juste revenir... Vous êtes vraiment l'argument des faibles. Alors que quand on regarde la Suède, ces pays-là, la Suisse, l'Allemagne, ils ont des systèmes... Une couverture universelle. Ils ont des couvertures universelles. C'est facile de dire... Attendez. La couverture dans tous les pays d'Europe. Vous avez dit l'argument des faibles, je trouve ça assez particulier, mais en fait, on va suivre quand même votre conversation. En Europe, il y a 30, 40, 50% plus de médecins par habitant qu'ici. Ça, c'est clair. Vous rajoutez... Dans certains pays, oui. Non, en France, c'est ça. En Suède, c'est ça. En Allemagne, c'est ça. Vous rajoutez 8000 médecins demain matin ici, il y a zéro attente. Là, je regrette, il faut le dire clairement. Donc, il n'y a pas assez de médecins au Québec, alors? La couverture publique, elle est plus grande en Europe qu'ici. Elle est à 80 84 dans certains pays, le financement. Si on augmentait le privé ici, on se rapprocherait non pas de la Suède ou de la France. Attendez un petit peu, je parle du financement. Le financement, je parle du financement. La couverture, monsieur, c'est le financement. On pense que ça devrait être la couverture, c'est le financement. Oui, c'est ça. Si on augmente la prestation privée, les assurances privées, je regrette, mais on s'éloigne de l'Europe et on se rapproche des États-Unis. Il n'y a pas d'autre effet. Le fait que moi, je décide de m'assurer personnellement, qu'est-ce que ça enlève au système public de financement? Mais c'est de l'argent de moins dans la question. Je vais continuer à payer mes taxes. Attendez 2 secondes. Je vais payer mes taxes. Je continue. Monsieur Pouliot, j'aimerais entendre Mme Laurent. Dans le réseau public, pourquoi est-ce que tout le monde ne travaille pas à améliorer le réseau public? Absolument. Alors, je vais juste terminer, madame, parce que l'activant s'en vient. Donc, alors, je pense que si on travaille tout le monde à améliorer le réseau public, on s'assure que nos concitoyennes et concitoyens, tout le monde aura droit à un système de santé. Maintenant, on peut choisir aussi d'être individualiste. Est-ce qu'on peut laisser Mme Laurent terminer, s'il vous plaît? On peut choisir d'être individualiste et de dire, moi, je prends une assurance parce que j'en ai les moyens, mais moi, comme soignante, je ne peux pas dire ça parce que je ne veux pas avoir des concitoyennes et concitoyens qui ne pourront pas avoir ces soins-là. Je ne peux pas vivre avec ça. Je voudrais juste répondre. Je comprends tout à fait votre point de vue, Mme Laurent. Je veux juste faire l'avocat du diable 2 secondes. Est-ce que ça ne peut pas être une façon, justement, de désengorger le système? Moi, par exemple, si j'ai les moyens d'aller voir un dermato au privé ou d'aller voir, toutes sortes de spécialistes au privé et que j'en ai les moyens, pourquoi j'irais engorger le système public? Savez-vous c'est quoi la prochaine étape? Vous allez vous dire, mais pourquoi je paye 2 fois? Moi, je paye mes impôts pour financer un système public, puis en plus, je paye des assurances. Donc, vous allez dire, je vais arrêter de payer des impôts parce que je paye des assurances. Mais les écoles privées, non, mais écoute, oui, les écoles privées, on paye 2 fois. Ben oui, parce que vous allez dire, écoutez, Mme Laurent, je paye des impôts, puis en plus, je paye des assurances qui vont être de plus en plus élevées. Alors, je voudrais juste qu'on aille voir du côté des médias sociaux, parce que si la discussion est animée ici, j'imagine qu'elle est à la maison également. Ça bouge énormément, peut-être pas autant qu'en studio, mais quand même. On va commencer par la réponse du sondage. Santé, faut-il laisser plus de place au privé? Alors, 70% des gens sur le web sont pour et 30% sont contre. Et donc, on a plus de place. Plus de place. Donc, 70% sont pour plus de place. Et j'ai plusieurs messages pour vous que je vais vous lire. Tout d'abord, Jérôme Lucier, qui est avec nous ici en studio, qui nous dit « Privé en santé contre le principe. Tous sont égaux contre la maladie. C'est une notion de choix personnel qui n'intervient pas.
Par contre, les déficiences et l'inefficacité du système actuel ont fait basculer l'opinion publique en faveur du privé. C'est peut-être ce qu'on voit d'ailleurs avec le sondage. En ce sens, certains défenseurs du système actuel qui s'opposent aux réformes le fragilisent à long terme. On a aussi Guylaine Jobin qui nous a écrit sur Facebook « Je pense sérieusement à m'inscrire à une clinique privée. C'est impossible de voir mon médecin de famille. C'est même plus un choix pour moi. » On a aussi M. Chartrand qui nous dit « Je suis définitivement pour un modèle mixte comme la Scandinavie. Ce serait selon moi l'idéal. » On a aussi Julie Sheridan qui semble un peu fâchée et qui nous dit « Les docteurs qui vont au privé devraient rembourser les coûts de l'éducation et les salaires reçus durant leur résidence, etc. » Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est là-dessus que je voulais vous amener et je suis très contente que cette dame ait soulevé cette question-là parce que moi, je trouve ça formidable, le privé. Mais c'est sûr que ça me crée je trouve qu'il y a une certaine indécence quand même des gens à qui on a payé à même nos impôts des études qui durent, 10 ans, 12 ans, et qui, après avoir profité quand même des fonds publics pour s'éduquer, s'en vont au privé et ne passent pas par une certaine redistribution de la richesse dans l'intérieur de la société. Il y a quand même... Est-ce que M. Niclou voudrait répondre? Les médecins en question, ils payent leurs impôts comme tout le monde. Et on fait ça avec les ingénieurs. Elle est là, la redistribution. On fait ça avec les ingénieurs, on fait ça avec les avocats. Moi, j'ai eu une formation en droit qui a été payée à l'Université de Montréal par le secteur public. Puis j'ai après pratiqué dans le privé. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Mais laissez-moi... Oui, mais le système d'avocats public n'est pas aussi développé. Mais laissez-moi... Je vous en prie. Ces deux-là se lient ensemble. C'est quelque chose, ça. Oui, c'est bon. Mais Monsieur Kelly-Gagnon, allez-y. Laissez-moi vous raconter à vos auditeurs une petite histoire. J'adore vos histoires. On a envoyé une équipe à Lausanne, en Suisse. On est allé à la clinique La Source. À la clinique La Source, quand on est arrivé, dans la salle d'attente, il y avait 0 personne dans la salle d'attente. On a été obligé de demander à une employée d'aller dans la salle d'attente pour faire à semblant qu'il y avait quelqu'un qui attendait, parce qu'en fait, il n'y avait personne qui attendait. Au niveau de la cuisine, il y a un chef cuisinier qui fait de la cuisine gourmet et qui expliquait qu'on peut choisir les menus et qu'il discute avec les patients leur goût de menu au lieu de la cuisine dégueulasse qu'on a dans nos hôpitaux. Mais le point important, c'est que quand on est allé voir les patients, il y avait quelqu'un qui était un vendeur de téléphones cellulaires, il y avait une autre dame qui était une vendeuse de linge, il y avait un policier à la retraite. C'était des gens ordinaires. Et ces gens ordinaires-là avaient accès à des soins incroyables que le Québec, ici, même quelqu'un de riche ne pourrait pas rêver d'avoir ça. Non, là, vous exagérez. Alors, non, mais j'exagère pas, je vous le jure. Je vous invite... Vous dites que je mens. Mais vous êtes les pas gens, obligé on est d'aller allé à à la Lausanne. clinique Monsieur Gagnon, je vous invite on devrait avoir ça au Québec, c'est ça. À l'hôpital, au centre hospitalier Pierre-le-Regardeur. C'est pas Lausanne, c'est juste à 30 km du centre-ville de Montréal. Vous allez voir d'abord concert d'une excellente bouffe. C'est pas au goût de tout le monde, hein, comme dans n'importe quelle grande organisation. C'est pas au goût de tout le monde. Non, c'est à Lachenay, en fait, Terrebonne-Lachenay. Ça a été construit sous le régime public il y a à peu près maintenant 10 ans. Ouais. Et dans cet hôpital, le problème, c'est l'accès à la médecine de première ligne. Parce qu'une fois, tous les patients, je pense que tout le monde a eu l'occasion de se rendre compte que lorsqu'on a accès aux médecins, quand on a un problème sérieux, le système fonctionne relativement bien. Particulièrement dans mon hôpital. Donc, je vous invite, M. Gagnon, je vais vous inviter. Il faut que vous veniez voir comment le public peut aussi fonctionner très bien. Regardons, vous avez parlé des pays scandinaves où le privé a une place. J'aimerais ça que vous parliez en détail. Quelle place a le privé, justement, en Finlande? Études, on en parle. Justement, mais ce n'est pas dans les assurances privées que ce système-là fonctionne mieux. Ce n'est pas dans le coût de s'inscrire à des cliniques privées. C'est dans une organisation où on met plus d'initiatives, on laisse plus d'initiatives aux acteurs, aux soignants, aux infirmières. Donc, d'améliorer le système public et de le rendre plus fort. C'est sûr qu'il y a une bureaucratie dont il faudra se débarrasser un peu au Québec. Alors, attendez, juste 2 secondes, Joanne, avant qu'on aille à toi. Je vais demander à Roger, notre réalisateur, de mettre en onde l'organigramme que je lui ai envoyé cet après-midi. Alors, voici, mesdames et messieurs, si vous voulez vous retourner là, c'est l'organigramme du système de santé québécois. Alors, on a ici, tout en haut, notre ministre de la Santé, sous-ministre. Alors après, c'est les
les sous-directeurs... Enfin, ça finit plus, là, je veux dire, c'est gigantesque. Ouais. Je vois souvent cet organigramme-là, on le présente et on s'en moque beaucoup. Mais il faut regarder c'est quoi... il faut regarder c'est quoi les coûts d'administration de la santé au Québec. Hein? C'est 50% du budget. Ah non, là, attention. Attention, c'est faux? C'est faux. C'est de la propagande d'extrême droite? Non, regardez. Juste de droite, monsieur. Ça, c'est important, ça, parce que ça, c'est vraiment C'est important de décortiquer. Non, mais c'est important, du budget de programme est à la santé. Là-dessus, si vous lisez le budget Bachand, il y en a 62 qui touchent la santé parce que nous, on intègre santé et services sociaux. Donc, les vrais chiffres, c'est à peu près 30-31 ce qui correspond à des chiffres assez stables depuis 20-30 ans, contrairement à ce qu'on dit, et qui se comparent tout à fait aux autres provinces. Oubliez les 50%. Non, mais c'est bien. Deuxièmement, les frais d'administration de cet organigramme-là, ça représente à peu près des coûts totaux de la santé, 3 des coûts totaux de la santé. L'administration de la santé, il y a peut-être bien du monde, il y a peut-être bien des petites cases, mais ce n'est pas là que sont les coûts les plus importants. Ça coûte les frais moins sont que bien inférieurs. Les frais de pourcentage de la gestion de mes REER, hein, c'est le privé qui le fait. C'est clair. Mais là, vous êtes en train d'interrompre le gars qui dit la même chose que vous, alors. Donc, c'est sûr que ça a l'air gros. Les frais de ça, c'est 3 Il n'y a pas une administration en santé, peu importe c'est où, dans le monde, où les frais d'administration, quand c'est privé, c'est 3 ça n'existe pas. Hein, il n'y a pas un frais. Donc, il faut faire attention. Mais moi, je veux ajouter du monde, là, parce qu'il y en a du monde qui ne sont pas là. Oui. Dans les gens dessous. Non, pas du tout. C'est qu'en plus, parlant du privé, c'est que depuis quelques années, on a des firmes privées qui viennent dire à ce monde-là comment faire leur job. Alors, on a des ministres qui arrivent et qui nous disent c'est la méthode Lean et on a payé des fortunes, des millions à des compagnies pour dire aux gestionnaires déjà payés comment faire ça. Après ça, ça a été des firmes comme Proaction qu'on a payé pour dire aux gestionnaires comment faire leur job. Là, on revient avec des affaires quand j'étais jeune infirmière sur le PRN. Alors, il y a ça, mais on prend de l'argent pour donner à du privé et on ne comprend pas pourquoi. Oui. Et en même temps, moi qui travaille aujourd'hui et qui dit on est en train de travailler comme organisation syndicale à mettre sur pied une espèce de dispensaire urbain. J'ai hâte de voir s'ils vont nous financer. Ouais. J'ai bien hâte de voir si le ministère va nous financer. Mais ils n'auront plus d'argent, ils vont avoir fait venir des gens du privé. Alors, arrêtons le privé, c'est là où je l'envie. Et il y a une autre chose aussi. Il y en a assez. Et à mon ami Alain, que malgré ce qu'on dit, malgré le fait que ça coûte juste 3 il y a encore moyen de s'améliorer parce que j'ai vu, moi, de ma résidence à aujourd'hui, ça fait 20 ans à peu près que je suis dans les hôpitaux, il y a eu une croissance de la gestionnaire à l'interne. Là où on avait 3 administrateurs pour une division, on en a 5, puis ça va pas mieux. Bon, mais ça, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que la pieuvre est en train de grandir. Mais je voudrais, quand on parle justement du rôle du privé, il y a une histoire qui a été sortie il n'y a pas tellement longtemps par le Journal de Montréal, le Journal de Québec, et qui disait qu'il y a plusieurs sociétés d'État, et même quasiment toutes les sociétés d'État, où les très hauts dirigeants faisaient appel au privé pour faire leur bilan de santé à coût de 1 000 C'est déplorable. D'autant plus que ça sert à peu près à rien, ces bilans-là. Voilà. On le sait, c'est de la médecine superflue, c'est des tests superflus. Et le principe est déplorable, l'effet est nul. Fait que si ça amuse les gens, ça les rassure, mais moi, je trouve ça ridicule, simplement. Mais Sophie, allez-y, M. Chouliot. Une des choses dont on a parlé ici, je pense qu'on est tous d'accord qu'il y aurait de la place à améliorer le système public. Une des choses qui me préoccupe, c'est la façon qu'on finance les hôpitaux actuellement. Le directeur général d'un hôpital reçoit une enveloppe, un montant d'argent, un budget, basé sur des raisons, basé sur des historiques. Alors, tel hôpital reçoit 300 millions pour opérer son hôpital pendant l'année. Que le service soit bon ou pas bon, que ça soit propre ou sale, que les patients soient bien traités ou non, qu'ils attendent 17 heures ou 1 heure à la salle d'urgence, ils sont payés le même montant. Moi, ce que je propose, puis je pense que mon collègue ici, le Dr. Vadeboncoeur, ne sera pas d'accord, mais il y a d'autres façons de rémunérer les hôpitaux. Ce n'est pas nécessairement une panacée, ça ne règle pas tous les problèmes, mais si on rémunérait par épisode de soins, on dirait à ce moment-là à l'hôpital, Sophie, si tu rentres dans l'hôpital et que tu fais faire un appendicite, on va payer l'hôpital 2 000 $. L'État, c'est toujours payé par l'État, l'État va payer l'hôpital par acte médical. Là, le directeur général de l'hôpital va tout d'un coup réagir comme un directeur général d'IGA. Il va voir Sophie rentrer dans l'hôpital, il va dire un client, des revenus. C'est ça qu'on veut. Actuellement, le directeur général, quand il voit Sophie entrer dans l'hôpital, il se dit
Oh non, pas encore un patient qui gruge mon budget. Ouais. Alors, il y a des façons d'introduire des incitatifs privés. On ne privatise pas, là. Mais on donne un incitatif du style privé. Pas la méthode Toyota, maintenant, il y a des risques à ça. Ouais. C'est sûr qu'il y a des hôpitaux qui peuvent surcharger. Alors, M. Benoît, je suis sûr que vous voulez réagir à ça, parce que un hôpital comparé à un IGA, ça marche en Suisse, là. Ouais. Allez-y. Ça me fait penser à ce que disait le ministre de la Santé il y a quelques jours, où il disait on va arrêter de considérer le patient comme une dépense et on va le considérer comme étant un revenu. Moi, j'aimerais ça qu'ils considèrent le patient comme étant un malade. Hein? Parce que si c'est une dépense, il va vouloir s'en débarrasser vite. Si c'est un revenu, on va vouloir le conserver longtemps. Mais si c'est un malade, on va peut-être s'organiser pour le soigner. Et c'est pour ça qu'on est supposé. C'est ça que c'est supposé faire. Soigner les gens. Moi, je n'ai pas envie que le système de santé au Québec se transforme en un immense IGA ou un immense Steinberg ou un immense n'importe quoi. Surtout pas envie que ça se transforme dans un nouveau marché, encore plus de marché qu'il y en a. Le marché, monsieur, laissez-moi terminer, le marché n'est pas la solution aux problèmes qu'il y a dans le système de santé actuel. Puis c'est pas en établissant plus de marchés qu'on va régler les problèmes de santé au Québec. Premièrement, c'est une première chose. Deuxième affaire, je trouve ça quand même assez amusant de voir qu'on réunit un paquet de monde. On a des problèmes au système de santé public au Québec, puis on réunit plein de monde du privé pour discuter de c'est quoi les problèmes. Ça, ce serait comme celui qui élève des poules, hein, dans son poulailler, qui dit comment je pourrais faire pour améliorer les problèmes qu'il y a. Je vais aller demander conseil au renard. Hein? Le renard, il va me donner bon conseil pour Antoine de mes poules. Le privé n'est pas là pour faire de la santé. Le privé est là pour faire du profit. C'est le profit qui l'intéresse d'abord et avant tout. Quand il aura fait son profit, il va s'occuper de la santé. J'aime plus ou moins votre comparaison parce que le renard n'est pas censé manger la poule. Alors que les gens qui sont ici et qui font du privé ne font, à ce que je sache, rien d'illégal ou de criminel. Ils mangent le portefeuille et l'argent des gens. Puis quand il n'y a plus d'argent, on arrête ça là. Alors que le système public, lui, il continue d'être là. Monsieur Niclou, est-ce que vous voulez répondre à les accusations d'être un renard qui veut manger les petites poules contribuables? Ce qui est remarquable dans le débat actuellement, c'est qu'on ne parle que d'argent. Or, dès le début, il y a quelque chose qui... Quand on a posé la question, est-ce qu'il faut plus de privé en santé? Il faudrait séparer la question. Est-ce qu'il faut plus de privé dans le financement de la santé ou est-ce qu'il faut plus de privé dans l'organisation des soins? Et ça, c'est deux choses complètement différentes. À la première, j'ai tendance à dire non. À la deuxième, oui. Parce qu'on n'a jamais vu un monopole d'organisation s'améliorer dans les services, dans l'innovation, dans l'efficacité. Donc, or, depuis le début, on parle beaucoup plus finance que organisation des soins. Ouais. Je pense qu'il faut quand même accepter que dans n'importe quelle grosse organisation, il peut y avoir des problèmes de bureaucratie et d'organisation à l'interne. C'est pas juste parce que c'est privé au public. Parlez-en aux gens de Nortel, parlez-en aux gens de Bell-Canada qui travaillent à l'intérieur. Des fois, le 3e étage, je ne sais pas ce qui se passe au 5e. Oui, tout à fait. Donc, mais il faut partir. Je pense que ça, c'est un bon prémisse alentour duquel on peut réunir le débat. C'est que le patient ne doit pas être une source de revenus, perçu comme un revenu, ni une dépense, mais comme un patient. Essayer de l'humaniser. Tout n'est pas une question d'argent. Je suis d'accord. Par exemple, on peut s'interroger sur une surmédicalisation, une surconsommation de médicaments, parce qu'on a organisé les soins en fonction d'un certain nombre d'impératifs d'efficacité qui ne tiennent pas compte de... Bon. Donc, il y a un effort qu'on peut faire à l'intérieur du système de santé publique pour mener le plus loin possible en surmontant les corporatismes qui font en sorte qu'on ne peut pas, le corporatisme médical, le corporatisme des compagnies de médicaments et tout ça, qui exercent une pression qui nous coûte cher. Et une fois qu'on aura fait le maximum, on verra pour les autres solutions. Ça fait 20 ans. Joanne, tu voulais réagir à... Je suis désolée, je vais juste faire un petit paragraphe au niveau du financement parce qu'il demeure que le comité Castonguay se penchait sur la question du financement. Je trouve ça quand même amusant de voir les gens qui défendent le monopole public et puis qui ont vraiment une grande réticence à ce qui est, à gauche et à droite, des expérimentations dans le privé. Je trouve ça quand même amusant qu'ils disent on va humaniser le système, mais que dans le fond, à chaque fois qu'il y a un problème, leur solution, c'est plus d'argent. Alors, soyons pas hypocrites. Le problème, dans le fond, de cet immense organigramme-là, puis du système de santé, c'est qu'à un moment donné, il y a des ressources qui sont limitées. On ne peut plus, tous les rapports le disent, je les nomme, Rochon, Ménard, Castonguay et tout le kit, il y a une capacité limite à ce que le public injecte
de l'argent dans le système de santé. Alors, quand vous voyez des médecins qui ne pratiquent ou qui ne font des chirurgies qu'une journée ou deux par semaine, alors qu'ils pourraient en faire 5, quel est le problème à le payer privément pour qu'ils travaillent les 3 autres jours de la semaine? Je ne comprends pas. Il y a une solution plus efficace. Parce qu'il y a une solution plus efficace. Je voudrais revenir à Mme Laurent. Il y a une chose dans le système en ce moment. Tous les rapports que Mme a nommés, tous ces virages et revirages, pouvez-vous arrêter? Et ça fait des années que nous, comme professionnels, on dit arrêtez, venez pas avec une nouvelle affaire dans le virage ambulatoire qui, normalement, sur papier, était une très bonne chose et j'en suis encore, mais l'argent n'a pas suivi. Alors, c'est facile après de dire que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'on n'est pas allé au bout de cette réforme-là. Donc, pour le moment, ce qu'on dit, c'est arrêtons. Arrivez pas avec une nouvelle réformite. Prenons le temps. Ça fait des années que je dis on est dû des états généraux de la santé, où on va dire, dans toutes les missions, voici comment est-ce qu'on va soigner, voici comment on va prendre en charge en CHSLD, en CLSC, voici qu'est-ce qu'on va faire pour les 15 prochaines années. Et peu importe le ministre de la Santé, c'est ça qu'on fait. Et 5 ans plus tard, on fait une évaluation avec les professionnels qui dispensent les soins. Ouais. Donc, il y a moyen d'organiser... Est-ce que ça va nous coûter cher, ces états généraux-là? Parce que moi... des états généraux... non, mais je veux savoir, moi. Des états généraux, on va asseoir ce monde-là, puis on va dire qu'est-ce qu'on fait. C'est ça. On assoit des professionnels qui sont là pour le réseau et non pas pour le profit. Mais il faut ensuite que ce soit respecté. Mais ce que j'entends aussi qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression, et je ne veux pas porter le blâme sur personne, mais j'ai l'impression que d'un côté, on démonise l'État, puis de l'autre côté, on démonise le privé. Est-ce qu'il n'y a pas du bon à aller chercher les deux côtés? Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de monopole, parce que Madame disait le monopole du public. Il n'y en a pas de monopole. Il y a déjà plus de 30 du privé. 200 cliniques. Il y a déjà 30 au Québec. Il y a un très bon exemple. Docteur Vadeboncoeur. Ce qui me fait rire, c'est qu'on parle du monopole québécois. Regardez, on a un très bon exemple au Québec de quelque chose qui n'est pas un monopole, où il y a de la compétition, où il y a du privé, c'est la radiologie. OK? On est la seule province où il y a tant de radiologie privée. Vous savez, au Québec, on a plus de radiologistes, plus de machines, plus de technologues. Et pourtant, il y a plus d'attentes qu'en Ontario. OK? On est la seule province qui s'appelle comme ça. La solution, c'est quoi? Puis c'est pas ma solution. C'est Dr Barrett qui a demandé ça plusieurs fois en commission parlementaire, radiologiste, président de la FMSQ. C'est qu'il faut réintégrer la couverture de ces cliniques-là dans le giron public pour mieux la coordonner, l'organiser. Et on va avoir Donc, on a notre petit projet pilote ça va être encore nous, les contribuables, qui allons payer pour ça? On le paye déjà. On le paye déjà plus cher et différent. Le point, c'est qu'on a un petit projet pilote ici. On a de la mixité, on a du privé, on a de la compétition. Et la radiologie au Québec, ça fonctionne mal. Et les gens qui connaissent bien ça, comme le Dr Barrett, demandent que ça soit réintégré comme en Ontario parce qu'on a plus d'attentes. Monsieur Kelly-Gagnon est exaspéré. Entre le semi-privé et le privé. Attention, attendez, juste une seconde, je voudrais... C'est pas la même chose, le privé et le semi-privé. Et puis là, les radiologiques, c'est des semi-privés, c'est pas des privés. Là. C'est des médecins qui sont inscrits à la RAMQ. Ah non, pardon. Quand ils font des scans, des échos et des résonances, ils sont payés par le privé. Ils sont hors RAMQ. C'est la seule exception. Mais quand ils font des radiologies, 1980, OK, on ne fera pas un bataille de... 1980, Denis Lazure a sorti l'échographie de la RAMQ et ça a commencé là. C'est une mix. Il y a du privé, il y a de la compétition. Parce que je vais faire une écho bientôt, de la thyroïde, je vais être obligé de payer pour ça? Non, ça va être la RAMQ. L'écho de la thyroïde, vous allez payer pour ça en privé. Je vais payer? Ah ben zut alors! C'est pas les semi-privés, les médecins sont Monsieur Kelly-Gagnon. Ils sont pas non participants. Ils sont payés par le patient. Non, mais c'est parce qu'on ne fera pas un débat ce soir là-dessus parce que ça intéresse personne. Allez relire vos livres. Monsieur Vadeboncoeur, s'il vous plaît. Monsieur Kelly-Gagnon. Moi, j'ai perdu espoir de réussir à convaincre des gens comme Amir ou Dr Vadeboncoeur que j'ai raison. C'est une bonne nouvelle, ça. Attendez. Il y a plein de monde ici. Madame a parlé, vous avez parlé, je veux parler. Non, c'est un petit commentaire. C'est une blague. Pour défendre l'atmosphère. Le point, c'est pas de savoir si c'est plus de privé ou de public, ou si j'ai gagné le débat, ou s'ils vont faire des états généraux, puis ils vont placoter entre eux autres. Moi, je veux avoir le droit et la liberté de m'occuper de ma famille. Et si c'est tout ce que je demande. Alors, c'est même pas une question de privé ou public, c'est une question de liberté, c'est une question de droit fondamental. Moi, à un certain moment, ma mère, qui, donc, a une condition cardiaque et qui, pour toutes sortes de raisons, se sentait anxieuse et n'était pas satisfaite du suivi qu'on lui donnait au niveau des hôpitaux qu'elle a fréquentés, entre autres à l'hôpital Saint-Eustache. Elle n'était pas satisfaite. À tort ou à raison, mais elle ne se sentait pas bien. D'accord. Je lui ai dit, maman,
OK? Je vais te prendre un rendez-vous avec un cardiologue privé à la clinique Boisbriand et ça m'a coûté 115 $ et elle a pu passer 30 minutes avec le monsieur pour poser des questions et obtenir des réponses. Et ça l'a rassuré. Et moi, je dis que ce n'est pas à personne sur le plateau n'a le droit de venir m'interdire de m'occuper de ma maman. Je suis libre de le faire et je devrais être libre de le faire et je paye mes impôts, OK? Et je fais ma contribution, mais après ça, c'est pas une question de privé, c'est une question de dire que j'ai la liberté. Et comme quand j'étais en France avec mes parents, j'étais avec mon fils et ma femme, les deux sont tombés malades, j'ai fait venir un médecin pour 40 € à la maison? Non, à l'hôtel. Ouais. Il nous a fait la consultation. Il nous a prescrit les médicaments et c'était fantastique. Il n'y a rien qui interdit ça, M. Kelly, ici. Il n'y a rien, mais pour l'instant, malheureusement, actuellement, ma liberté. Un cardiologue qui est hors. Vous l'avez vu? Je l'ai vu, c'est ça. Et ça me dit que c'est très bien. Mais moi, je n'ai pas ça ici. Mais tranche de vie. Moi aussi, j'ai une mère qui vient de passer 3 semaines à l'hôpital. Ça, c'est intéressant. Elle vient de passer 3 semaines à l'hôpital Santa Gabrini. Elle a été bien soignée. Son médecin venait la voir à tous les jours. À tous les jours, il y avait un suivi quand on allait la voir, peu importe qui de la famille. Et elle est sortie il y a quelques jours et c'est extraordinaire. Et c'est pas parce que c'est sa fille? Pas du tout, pas du tout. Avec la job que je fais, j'étais à peu près pas là, à part les fins de semaine, etc. Mais ma mère elle-même, puis elle a 91 ans et toute sa tête, Dieu merci. Mais vous comprenez que Michel peut dire, moi je veux avoir le choix. Il a le choix. Bon, et je dis que c'est ça qu'on veut. Le système. Moi, je vais juste aller voir du côté de Camille, parce que j'ai l'impression que ce genre d'exemple-là, il doit y en avoir aussi des gens qui disent, je veux avoir le choix. Bien, il y a des gens qui disent je vais avoir le choix, mais il y a aussi plusieurs témoignages pour le système public, comme on a Axel P. qui nous dit j'ai été traité pour un cancer et je n'ai que des éloges pour notre système de santé. On a Éric Duhem qui participe depuis tantôt au débat via Twitter, qui nous dit la meilleure et la seule façon d'améliorer notre système de santé publique passe par la concurrence du privé. On a aussi la fameuse blogueuse Nadia Serra-Yoko qui nous dit quand 10% des médecins, il en manque, seront passés au privé, attendrons-nous 25 heures au lieu de 15 heures à l'urgence ou même plus? On a Nina L qui nous pose une autre question qui dit il faudrait peut-être améliorer le public avant de donner de la place au privé. Je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure solution. Et finalement, je vous termine sur les mots de Félix Cauchy-Charret qui nous dit j'ai moins attendu au public à Laval pour des radios et des prises de sang qu'au privé. Pourquoi est-ce que je paierais 2 fois? C'est ça. C'est une question qui revient souvent. Parce qu'il ne faut pas penser non plus que le privé, c'est le panacée et que c'est la solution de tous les problèmes. Une chose intéressante. Il y a des problèmes dans le public, puis je le reconnais. Je suis le premier à le reconnaître, à vouloir améliorer les choses, la première ligne. Mais quand on demande à des gens qui sont soignés à l'hôpital, êtes-vous satisfait des soins? C'est toujours du 90 % de satisfaction. La bouffe, c'est moins bon, puis un petit peu le bruit. Mais en général, les gens sont très satisfaits. On sait que le problème, c'est l'accès. Et ça, c'est un problème qui doit être adressé comme étant l'accès. Je veux dire, vous parlez de la clinique La Croix à Québec. Il y a aussi la clinique Dr Robitaille à Beauport, qui lui fait l'accès adapté. Donc, une transformation de la pratique médicale. Il suit 1600 patients, ils sont 5-6 médecins, et il voit leurs patients en 24-48 heures, comme à peu près n'importe qui peut le faire. Évidemment, c'est des changements importants. Il faut améliorer le système public. Il n'y a aucun doute là-dessus. D'accord. Je suis contente de vous l'entendre répéter. Je dois signaler pour les gens qui nous écoutent que le docteur Kadir, enfin Amir Kadir, a dû quitter pour des raisons personnelles. C'est pas parce qu'il est fâché contre nous ou qu'il n'aime pas la tournure de la discussion. Il nous avait prévenu qu'il devait quitter. Alors on le salue. La chaise blanche témoignera de sa présence. Monsieur Niclou, je voudrais que vous répondiez. Vous, donc, vous êtes à la tête des cliniques Privamed. Il y en a 2 en ce moment. Il va en avoir sûrement une 3e en 2014. Je voudrais que vous répondiez à la personne qui a écrit et dont Camille nous parlait et qui s'inquiétait de savoir si je vais au privé, est-ce que vraiment ça va être instantané? Est-ce que vraiment il n'y aura pas de temps d'attente? Est-ce que vraiment ça va être une grande différence par rapport à ce que je pourrais avoir au public? En ce qui nous concerne, toutes les urgences se font sur rendez-vous. Donc, elles se prennent par Internet. Vous êtes malade à 2 heures du matin. C'est pas un peu contradictoire, une urgence par rendez-vous? Ben oui. Non, parce que si vous êtes malade à 2 heures du matin, vous allez sur Internet, vous prendrez votre rendez-vous à 9 heures et vous êtes pris à 9 heures. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que les lignes téléphoniques s'ouvrent à 8 heures ou faire la queue à 6 heures du matin pour être sûr d'avoir une place dans un sans rendez-vous. Donc oui, ça c'est garanti. Vous avez parce que dans notre système d'emploi du temps, on applique des recommandations qui sont faites depuis longtemps d'avoir des emplois du temps
actifs qui permettent d'avoir plusieurs types d'actes dans la journée. Et les médecins ont des plages horaires qui sont bloquées, qui ne se débloquent qu'à 5 heures le soir. Donc, vous êtes sûr qu'il y ait des places le lendemain. Et comme on a un réseau, si vous n'avez pas de place dans une clinique, vous pouvez avoir une place dans la clinique d'à côté. Donc, oui, ça, quand je dis vous attendez pas, c'est de la médecine. On s'entend, un médecin qui vient d'avoir une urgence qui a duré 20 minutes, vous pourriez peut-être avoir un quart d'heure. Mais chez Privomède, si vous attendez plus d'une demi-heure, la consultation est gratuite. Le docteur Fadder-Donker nous disait le système est très bon, le système est très bon. C'est vrai que les Québécois se contentent de peu de choses, mais quand on parle à des gens qui ont une expérience internationale, j'ai eu des conversations, par exemple, avec le président d'une entreprise québécoise, mais qui est un Espagnol, donc qui a vécu sa vie en Espagne. J'ai parlé avec un autre qui est un Suisse. J'ai parlé avec des Français. Et tous ces gens-là sont extrêmement critiques et disent que ce qu'ils vivent ici au Québec est beaucoup moins bon que ce qu'ils avaient connu en Europe. Donc peut-être que le Québécois moyen, qui n'a pas de point de comparaison, il se dit « Heureusement, on m'a traité, puis les gens m'ont fait un sourire, puis ils étaient gentils. » Mais les gens qui ont un peu un sens de la comparaison me disent qu'ils étaient mieux traités en Europe que ce qu'ils sont traités ici. Je pense qu'on a vu un bel exemple là, des incitatifs privés. Quand c'est ta business, quand c'est ton entreprise, puis je sais que apparemment, la médecine, c'est pas une entreprise, mais quand on voit la différence, puis je dis pas qu'il n'y a pas d'innovation dans le public, c'est faux, il y en a de l'innovation dans le public, mais il y a un grand incitatif dans le privé de bien servir le client, parce que si le client n'est pas là, tu fais faillite. Ça, t'as pas ça dans le public. Vous pouvez même me regarder, là, mais ça, moi, je peux pas voir ça comme ça. Moi, je veux soigner. C'est des gens qui sont malheureusement malades. Je peux pas les voir de cette façon-là. Je suis désolée comme un client. Je ne peux pas. Et quand vous parliez tantôt du système, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Mais pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas à améliorer ce système? Parce que c'est... Attendez, c'est parce qu'il y a un système public qui fonctionne bien malgré tout que le privé peut venir se mettre là-dedans et faire de l'argent. Alors, parce que le privé, c'est du profit, c'est de l'argent. Alors, travaillons collectivement. Pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas, par exemple, à faire plus de prévention? On en faisait de la prévention, donc c'est plus à long terme. C'est vrai que c'est pas glamour. Le privé ne fera pas de prévention parce que ça ne rapporte pas d'argent. C'est ça, puis le client n'a pas intérêt à ce qu'il soit en santé. Au contraire, tu peux pas vraiment. La question fondamentale. Les médecins privés, parce que si vous dites que c'est un client... On parle de santé parce qu'on parle de maladie. Si on parle de santé, on va travailler à faire en sorte d'établir des conditions pour que la population soit en santé. Moins malade. Si on parle de maladie, bien là, c'est autre chose. Puis dans le cas de la maladie, le privé, ça fait son affaire. Parce que la maladie, il fait de l'argent. Il fait de l'argent. Oui, pas trop d'argent. Parce que le privé fait de l'argent avec sa maladie. Il ne fait pas d'argent avec la santé. Il ne fait pas d'argent avec la santé. Il faut être capable d'établir... Vous dites n'importe quoi. Capio Limité, une compagnie suédoise de Stockholm qui opère des hôpitaux en Suède, en France et partout à travers en Europe. C'est une compagnie privée qui fait des profits, qui est listée à la bourse, qui a des actionnaires chinois de contrôle, qui veut faire du profit puis qui en fait en masse. Et les incidences au niveau des traitements médicaux, d'erreurs médicales, etc., c'est plus bas que dans le public. En Allemagne, leurs hôpitaux ont moins d'incidents que des hôpitaux publics. Alors, c'est pas vrai qu'ils veulent que les gens meurent, puis c'est pas vrai qu'ils les traitent mal. Voyons donc, vous dites n'importe quoi. Mais c'est qu'on est dans le privé aussi. Il y a une question de non-transparence. Il y a une question de non-transparence dès qu'on parle de privé. Faites votre recherche. Il y a une question de non-transparence. Il y en a eu une recherche, monsieur, aux États-Unis, il y a 10 ans qui était sortie, là, qui a été menée pendant 20 ans de temps sur 500 hôpitaux américains. Puis il a été démontré qu'on mourrait plus souvent dans les hôpitaux privés que dans les hôpitaux publics. Puis en Allemagne, c'est exactement l'inverse. Parce que des hôpitaux privés, on ne donne pas le meilleur soin, on donne le soin qui coûte le moins cher. On va s'organiser pour faire le maximum d'argent. Donc, vous n'allez pas donner les meilleurs soins. Le public n'a pas de raison. Je ne cherche pas à faire de profit. Si la compagnie privée tue ses clients, ça va se savoir. Voyons donc. Monsieur Benoît, je voudrais juste... Parce que moi, je me sens vraiment un petit peu comme un casque bleu. Je vais faire un peu de prévention. Je vais faire le casque bleu entre vous deux. Les médecins qui s'en vont travailler au privé, ils ont fait le même serment d'Hippocrate que les médecins qui travaillent au public. Un médecin, quand il traverse la rue et qu'il quitte l'hôpital public, qui s'en va travailler pour une clinique privée, c'est le même être humain. Là, ses valeurs sont les mêmes. Il ne devient pas tout d'un coup quelqu'un qui est affamé par le profit ou un charlatan parce que tout d'un coup,
Il a fait les mêmes années d'études. C'est le même individu, simplement, il travaille pour le privé. Il n'y a pas qu'un individu, il y a un système qui est autour de ça. Ah, ben ça, c'est ça. Ben non, mais je veux dire, vous parlez du système public, on va parler du système privé. On va parler du système privé, par exemple, aux États-Unis. C'est pas vrai que le système privé aux États-Unis soigne l'ensemble de la population, hein? Je veux dire, c'est ceux qui ont de l'argent. Quand t'en as plus, mais t'en as plus. D'ailleurs, c'est drôle parce que même les films hollywoodiens rendent compte de ça. Hein? Vous avez sûrement vu, vous devez sûrement avoir des films comme John Q, par exemple. Arrêtez de regarder des films puis intéressez-vous à la réalité, mon ami. Je m'excuse. Je veux dire, Hollywood, dans les films Hollywood, je veux dire, il y a du monde qui vole d'un à Superman. Ça veut pas dire que ça existe, là. D'accord, mais attendez. Quand des gens sont obligés de faire faillite parce qu'ils n'ont plus d'argent, Mais on parle pas de ça. On a dit... On parle pas de ça. Je vous parle de la Suède, je vous parle de l'Allemagne. Est-ce que vous m'écoutez? OK, attendez 2 secondes. Pendant longtemps, on a fait parler des États-Unis. Là, maintenant, je parle des États-Unis. OK, les amis, calmez-vous, parce que là, les gens qui nous écoutent... Michel, les gens qui nous écoutent à la maison ne comprennent rien parce que vous parlez tous en même temps. Joanne, est-ce que tu disais, personne veut le système américain. Monsieur, personne, je ne sais pas si vous allez me croire, là, mais personne au Québec, ni à gauche, ni à droite, ni à nulle part, veut le système de santé américain. On s'entend que c'est pas un modèle. Personne veut ça. Cela étant dit, Dr. Vadeboka. Par ailleurs, moi, ce que je prétends, c'est que personne non plus veut l'écroulement du système public. Mais il y a des ressources limitées pour financer et organiser ce système public-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On rationne, on fait attendre le monde, on fait attendre pour des chirurgies, ou on ouvre la porte, on ouvre une opportunité qui comble le besoin. Alors, si le système public ne fonctionne pas ou s'il y a matière d'amélioration, bravo, mais faites-le, bon sang. Si ça marchait, on le saurait. On le saurait, comme chez Rona. Dr. Vadeboka. Aux États-Unis, il n'y a pas un système de santé. Il y a une dizaine, une quinzaine. Il y a des systèmes publics comme le Veterans, comme Medicare, qui fonctionnent extrêmement bien. Il y a des systèmes très privés, très à profit. Donc, c'est une mosaïque. Mais le point que je veux amener, c'est qu'on dit on n'a pas les moyens de financer notre système. C'est ce que je viens de dire. Et ça, là, on se compare à la Suède, à la France, à des pays comme ça, c'est extraordinaire. Puis là, si je cite Luc Godbout, le chercheur, la pression fiscale en Suède est beaucoup plus élevée qu'ici. Il y a beaucoup plus de revenus. Je suis à 50 là, par rapport au PIB, alors qu'ici, au Québec, c'est quand même assez élevé, c'est 36 un peu plus qu'évidemment au Canada. Mais il reste que ces systèmes-là sont beaucoup plus financés par les citoyens. C'est bien beau de dire on va amener la Suède ici, c'est formidable. Ça implique probablement une hausse de nos charges fiscales, d'impôts ou d'autres choses, de 10, 20 30 là. Et donc, on n'a pas vraiment envie de ça. On ne peut pas juste dire on va faire comme en Suède, ce qui prendrait déjà 3 000 à 4 000 médecins de plus, et on va amener ça, alors qu'on dépense assez peu pour notre système, comparaison à la Suède, par rapport à notre économie. Et ça, les gens ne disent jamais. Ça, ils veulent amener tout ce qui est bon, mais sans payer pour et sans avoir les médecins pour le faire. Le Québec est la province on dépense 12,6 du PIB, on est parmi les provinces au Canada qui dépense le plus par rapport à sa richesse. Dites-moi pas qu'on dépense pas. Et au Québec, on est ceux qui payons le plus cher aussi les médicaments. Agissons là-dessus. Il y a des solutions concrètes. Alors, agissons là-dessus. On va arrêter de payer plus cher nos médicaments. Madame Laurent, tout à l'heure, je disais que moi, finalement, je serais prête, moi, à payer. Il y a plein de choses où je serais prête à payer. La même logique que les garderies. Je ne comprends pas pourquoi, moi, quand mon enfant allait à la garderie, je payais le même prix que quelqu'un qui avait 10 de mon salaire. Le système de santé, pour moi, c'est un petit peu la même chose. Si j'ai les moyens de le payer, pourquoi est-ce que le système ne me permettrait pas de le faire puisque ça aide le système? Puis vous avez plus ou moins répondu tout à l'heure. Ça aide pas. Il n'y a nulle part où pourquoi? Parce que pendant que je suis dans le privé, je suis pas en train de... Parce que c'est le même bassin de personnes. C'est le même bassin d'individus. Laissez Mme Laurent répondre. C'est le même bassin d'individus. Si vous ouvrez 20 endroits privés, vous allez prendre des infirmières, des inhalothérapeutes qui vont aller travailler là. Ils ne seront pas plus dans le public. C'est le même bassin de monde. Okay. Alors, c'est ça aussi. Ça va donc, pas améliorer. En allant dans une clinique privée, je prive l'hôpital, je prive le système de ces gens-là. C'est pour ça que nous, on a dénoncé des agences qui prenaient des professionnels du réseau public
et pour aller travailler via eux autres. Il y a une On offre a de- dit c'est le même bassin de monde. On peut Alors, pas je vais juste cloner vous les demander individus. à M. Niclou ou à M. Kelly-Gagnon de répondre, parce qu'après, on va aller au résultat du sondage. Vous dites que c'est Vas-y, faux, ce que Michel. dit Mme Laurent. Il y a une offre de réserve de 700, l'équivalent de 700 médecins spécialistes en heures non travaillées, de médecins actuels spécialistes qui voudraient travailler plus si on laissait travailler plus. Oui, mais il n'y a un pas manque juste de des médecins. spécialistes. On n'est pas juste toutes tingotes, toutes malades, avoir besoin de spécialistes. En même temps. On a besoin de plus de prévention. Ce que je dis, On a c'est qu'il y a besoin une offre de la de première réserve ligne. non C'est la important première sur ligne la qu'il faut médecine. améliorer. Je voulais juste une réponse rapide parce qu'on s'en va au résultat du sondage. Camille. Rapidement, les résultats du sondage, ça a bougé. 57 sont pour, contre 43 contre. Et Jérôme Lucier résume bien l'esprit web de la soirée. Il dit « Une immense majorité de gens ne sont pas idéologues. Ils veulent des soins rapides, efficaces et de qualité, que ce soit privé ou public, ça leur importe peu. » C'est ça. Mais c'est intéressant. Merci, Jérôme, de l'avoir résumé de cette C'est ça qui façon-là. est terrible, On a parce oublié que un notre point réseau, important. on a accepté, par exemple, en 1995, qu'on ait fermé autant d'hôpitaux à Montréal. On n'aurait pas dû collectivement accepter ça. Nous, on s'est battus pour nous faire se dire, mais c'est vous autres, les syndicats. Mais on savait que la population allait augmenter et qu'avec moins d'hôpitaux, Et c'est vieillir. normal que les gens disent ça. Parce que quand les gens sont malades, ils disent, peu importe, là, je veux juste être soigné. Nous, ce qu'on dit, c'est c'est possible de soigner dans le réseau public parce qu'il faut le préserver pour s'assurer que les gens dans mon quartier vont être capables d'être soignés aussi. Qu'on Comme donne les le autres qui ont choix plus aux d'argent. gens. Oui. Alors, M. Niclou. Oui, il y a quelque chose qui manque un peu dans le débat. On oublie que le besoin qu'on a au Québec, c'est la première ligne. Il faut remettre Bon, on le en a médecin. parlé quasiment toute Oui, l'émission. mais- c'est même des solutions. Oui, Ah mais oui. justement, c'est pas ce qu'on fait. Parce qu'on dit qu'on devrait remettre le médecin de famille au cœur du système de santé. Mais c'est pas ce qu'on fait. Parce que, regardez celle qui a fondé Privamed, elle a fait 6 ans d'urgence temps plein à Val-d'Or. Elle a donné dans le système. Sauf que, quand elle a voulu dire, bon, ça y est, je suis tanné, mais elle peut pas. Pendant 20 ans, il faut qu'elle partage son temps entre l'hôpital et la clinique. Alors là, elle a dit, la seule possibilité que j'ai de faire du suivi en temps plein, c'est d'aller dans le privé. C'est ça. Et il y a Et ça, quelqu'un c'est qui lui a dit, important. il y a Ouais. quelqu'un qui lui a dit, écoutez, je ne pensais jamais me retrouver là, en disant, devant un médecin au privé. Eh ben, elle lui a répondu, moi non plus. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a une frustration des médecins omnipraticiens qui veulent pratiquer et le système ne leur permet pas de Absolument. faire ce qu'ils aiment à temps plein. Donc, ils ne sont pas uniquement motivés par l'argent, ceux qui s'en vont au privé. Docteur Vadeboncoeur, C'est de la médecine soviétique. je voudrais juste laisser la parole, le mot de la faut fin. être faible pour dire Il vous ça. reste 1 minute, Docteur Vadeboncoeur, alors... Non, mais je pense que c'est important ce qu'on dit là. C'est vrai qu'il y a trop de médecins. Les médecins travaillent à peu près 40 de leur temps dans les hôpitaux. C'est particulier au Québec. Ils sont moins disponibles en première ligne. Il faut regarder qui doit faire quoi dans le système. Et ça implique aussi probablement de sortir les médecins de famille des hôpitaux pour leur donner la chance de faire la première ligne. Et ramener les spécialistes davantage à l'hôpital. Parce que notre système n'est pas magique. Là, ça prend des gens pour soigner des gens. Faudrait le faire. Ça prend des professions. Mais pourquoi vous dites vous? Ben oui, c'est pas les gens inverses, on est là. Faudrait le faire. Alors, merci Voyons, beaucoup. soyons réalistes. Merci beaucoup à vous tous. D'ailleurs, on avait demandé au docteur Hébert d'être là ce soir. Il ne pouvait pas, mais c'était pas parce qu'il n'aimait pas le sujet de l'émission. Au contraire, c'est parce qu'il était pris ce soir. Alors, merci beaucoup pour cette discussion.